Donc, ça permet de résoudre des problèmes plus simplement qu'en utilisant la dynamique. Et aussi, des fois, on peut résoudre des problèmes plus compliqués qui ne seraient pas vraiment possibles de résoudre avec la dynamique. Alors, je donne un premier exemple. On a une personne qui lance une balle de 150 grammes vers le haut. Si sa vitesse initiale est de 25 mètres par seconde, quelle hauteur la balle atteindra-t-elle? Donc, on a la vitesse initiale, on a la masse, on transforme en kilogrammes. On a besoin d'énergie cinétique, énergie potentielle et la conservation d'énergie. Dans cet exemple-ci, est-ce qu'il y a un travail non conservatif, WNC, je rappelle, là, ça c'est travail non conservatif, donc c'est comme une influence extérieure, comme je disais. Est-ce qu'il y a une influence extérieure ici sur la balle, une fois qu'elle est lancée? Non. Parce que ici, vu qu'il n'y a aucune mention de résistance de l'air, on peut comprendre qu'on la néglige, en fait. Donc, on va négliger la résistance de l'air. Donc, il n'y a pas de frottement, il n'y a pas de travaux non conservatifs. Donc, finalement, on se ramène à la formule simplifiée, celle-ci. Alors, initialement, on a sa vitesse, on peut trouver son énergie cinétique au moment du tir. On va supposer que la hauteur 0, c'est au niveau du tir. Donc, autrement dit, pas d'énergie potentielle initiale. Parce que sa hauteur est nulle au moment du tir. Ensuite, au sommet. Alors, au sommet, c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que la hauteur est maximale, mais la vitesse est nulle. Au moment où est-ce qu'on atteint le sommet, l'objet retrouve le chemin, mais à ce moment précis, il n'y a pas de vitesse. Donc, son énergie cinétique est nulle à ce moment-là, et son énergie potentielle est maximale. Là, en fait, je sais pas pourquoi ils l'écrivent ici, parce que en fait, on l'a pas encore trouvé, son énergie potentielle finale. On applique la conservation de l'énergie. Donc, on a l'énergie cinétique initiale, son énergie potentielle initiale qui est 0, son énergie cinétique finale qui est 0 ici, et son énergie potentielle finale, c'est ça qu'on cherche. Fait qu'on trouve 46,9 joules. Fait que, dans le fond, l'entièreté de l'énergie cinétique de 46,9 joules se convertit en énergie potentielle lorsqu'on est rendu au sommet. Et on peut, à partir de ça, déduire c'est quoi sa hauteur avec la formule énergie potentielle égale mgy. Donc, on isole y dans cette formule-là. Ça donne énergie sur masse fois g. Donc, 46,9 joules divisé par la masse et g, qui donne 31,9 mètres. Donc, ça, c'est la hauteur maximale atteinte par la balle, qui est une valeur raisonnable. Surtout si on considère qu'il n'y a pas de résistance de l'air. Donc, les objets sans résistance de l'air peuvent aller plus haut que ce qu'on peut faire réellement sur Terre. À noter qu'ici, on donné la valeur de la masse, mais en réalité, ça n'a pas d'importance. Peu importe la masse de l'objet que vous tirez, la hauteur maximale qui va être atteinte dépend seulement de la vitesse à laquelle l'objet a été tiré. D'ailleurs, si vous repensez au calcul, parce que ce genre de problème-là, on le faisait dans le chapitre sur la cinématique, si vous vous souvenez. Donc, on traitait ça simplement en disant, ben, j'ai une vitesse initiale de 25 mètres par seconde, j'ai une accélération vers le bas de 9,8 mètres par seconde carré, puis à partir de ça, on pouvait trouver c'est quoi la hauteur qu'elle a été atteinte avant que la vitesse soit nulle. Et on aurait trouvé exactement la même réponse, soit dit en passant, avec la cinématique. Mais dans les problèmes de cinématique, la masse apparaissait jamais. Fait que c'est la preuve que, en réalité, la masse n'a pas d'importance si on néglige la résistance de l'air. En présence de la résistance de l'air, all bets are off. C'est vraiment différent, là. Parce que oui, un objet qui est très dense, très lourd, comme un caillou, va fendre l'air beaucoup mieux que, par exemple, une plume ou une feuille de papier. Mais en l'absence de résistance de l'air, ça n'a vraiment aucune importance. Puis on peut le voir dans le calcul ici parce que, dans le fond, mettons qu'on n'avait pas su la masse, puis on aurait juste gardé M ici, fait que ça aurait donné quelque chose fois M. Puis là, après ça, on aurait pris ça, puis on aurait redivisé ici par la masse, M. Fait que dans le fond, la masse se serait annulée, puis on aurait trouvé quand même une valeur numérique à la fin. Alors quand je dis que c'est plus... l'utilisation d'une approche basée sur l'énergie, des fois c'est plus simple qu'une approche basée sur les forces. Pourquoi? Alors, premièrement,
l'énergie et le travail, c'est des scalaires et non des vecteurs, alors que les forces, eux, sont des vecteurs. Donc, c'est plus facile à manipuler. C'est plus facile à manipuler mathématiquement des scalaires que des vecteurs. Première chose. On n'a pas de décomposition à faire. Ensuite, dans le cas de l'énergie mécanique, tout ce qu'il faut, c'est un état initial et un état final. Le trajet suivi entre la position initiale et la position finale n'a aucune importance. Donc, on n'a pas à en tenir compte. Tandis que si vous analysez une situation basée sur la dynamique, vous devez, mettons, vous voulez savoir c'est quoi la vitesse finale d'un chariot de montagne russe, sachant c'est quoi la vitesse initiale quand il est en haut, il faut que vous regardiez l'ensemble de tout le rail, de tout son trajet. C'était quoi son accélération à chaque moment sur le rail. Puis il va falloir que vous fassiez des calculs basés là-dessus, fait que ça devient très compliqué. Alors qu'avec l'énergie, c'est simple, on a juste besoin de la position initiale, la position finale. Après ça, le trajet entre les deux, on s'en fiche. Ensuite, ici, on vous parle d'une autre forme d'énergie qui est l'énergie thermique. Alors, on en a déjà fait mention à plusieurs reprises, sans la présenter officiellement. Alors, l'énergie thermique, bien sûr, c'est la chaleur. On l'appelle aussi l'énergie calorifique. Alors, l'énergie calorifique est dégagée notamment lorsqu'on a présence d'un frottement cinétique, comme on a mentionné déjà à plusieurs reprises. Donc, si on frotte les mains comme ça, on va réaliser que le frottement cinétique, le glissement entre deux objets, provoque un dégagement d'énergie thermique, la chaleur. Donc, le frottement cinétique va avoir pour effet de faire perdre de l'énergie mécanique à un objet, et cette énergie-là va se transformer en chaleur. Elle n'est pas détruite d'aucune manière, elle est juste transformée. Justement, ici, la loi de conservation de l'énergie, ce qu'elle dit, c'est que l'énergie ne peut être créée ni détruite. Elle peut seulement être transférée d'un objet à un autre ou transformée, c'est-à-dire passer d'une forme à une autre. Comme par exemple, passer de l'énergie potentielle à une énergie calorifique, par exemple. Mais au total, il n'y a jamais de perte d'énergie au global, dans le sens que oui, ici, la skateuse a perdu de l'énergie par rapport à son état initial, mais cette énergie-là, elle s'est transformée en énergie calorifique, donc elle a été dégagée en chaleur, donc elle se retrouve dans l'air environnant, mais elle n'a pas été détruite à proprement parler, même si elle n'est plus visible. La loi de la conservation de l'énergie, ça a l'air peut-être juste une petite formule comme ça pour résoudre des petits problèmes de mécanique, mais c'est beaucoup plus gros que ça en a l'air. Dans le sens que c'est une des choses les plus importantes de la physique. Parce que cette loi-là n'a jamais été mise en défaut dans l'univers. Et la physique, ça peut rapidement devenir assez complexe. Si par exemple vous voulez étudier une interaction entre deux galaxies, ou vous voulez étudier ce qui se passe dans les réactions nucléaires au centre d'une étoile, ou à l'inverse, ou vous voulez étudier des phénomènes microscopiques, comme par exemple l'interaction entre deux atomes entre eux, donc deux atomes qui s'approchent l'un de l'autre. La physique étudie des phénomènes qui sont tellement loin de la réalité macroscopique, la réalité de tous les jours, que c'est une science qui est complexe. Et pour